Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Un livre, ça se lit, votre émission littéraire. Aujourd'hui, une émission spéciale parce que nous recevons pour la deuxième fois un auteur qui est déjà passé sur notre plateau, qui vient nous gratifier d'une œuvre littéraire, un roman d'une très belle facture. Alors notre invité, pour ne pas le nommer, c'est Manchini Defela. Bonjour cher ami. Bonjour Rega, Comment vous allez? ça va, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir en tout cas partagé. Alors, le jour où tout a basculé, c'est votre roman de 178 pages, paru dernièrement aux éditions Maïeutique, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Très bien. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez revenir en deux lignes sur votre biographie? Qui est Manchini Defela? Manchini Defela est connu en tant que critique littéraire. Je pense que c'est par cette étiquette qu'on connaît Manchini Defela. Je suis auteur, journaliste, critique littéraire. Je suis à mon sixième ouvrage individuel et quelques ouvrages collectifs. Voilà. Très bien. Alors, le jour où tout a basculé, l'épine dorsale de cette œuvre, c'est un procès qui se déroule à Madagascar. Des douloureux événements qui se seraient produits en 1947, pendant l'époque coloniale, qui auraient fait 89 morts. Donc, un roman. 89 000 morts. 89 000 morts, pardon, autant pour moi. Et un roman historique, donc, dont le public cible se trouve bien entendu à Madagascar, mais que vous décidez de publier en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Alors, déjà, merci de m'avoir invité. Le public cible se trouve à Madagascar, ça c'est votre avis. Je pense que les crimes qui ont été perpétrés à Madagascar en 1947 sont véritablement, je pense, l'attitude que la France a eue à travers toutes ces colonies. Donc, Madagascar est juste un échantillon, j'allais dire. Mais la répression à Madagascar a été vraiment des plus cruelles dans l'histoire coloniale française. Et les gens n'en parlent pas beaucoup. Madagascar non plus n'en parle pas. J'ai lu que deux ouvrages sur cette terrible et triste histoire. Par contre, j'avoue que j'ai été déçu, d'autant plus que j'ai été à Madagascar. J'ai compris combien de fois la mémoire collective avait été nettoyée pour ne même pas se souvenir ni en parler. Alors, décider de publier cette histoire en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une remarque qu'on me fait tout le temps. Je suis auteur, donc je suis universaliste. Alors, j'ai mon éditeur ici, donc forcément, ça ne peut être que publié ici. Après, comment est-ce qu'il faut faire pour faire partager cette histoire au monde et principalement à Madagascar qui est la cible particulière? C'est le travail de l'éditeur et on est là-dessus. Très bien. Alors donc, l'histoire, la trame, c'est que c'est un procès, comme je l'ai dit, un certain Laferbe qui aurait été jeune soldat au moment des faits. Il devait avoir entre 15 et 17 ans, donc mineur. Et aujourd'hui, enfin dans le roman, il est jugé, c'est un procès. On a dans la partie accusation un certain maître Altit, un Français. Et dans la défense, on a maître Jinko, qui est un Malgache. Et les deux vont s'affronter. Au départ, il semble que c'est quelqu'un d'indéfendable parce que tout ce qu'on lui reproche, c'est vraiment des choses atroces. Alors comment va-t-il s'en sortir? Déjà, si vous pouvez nous dire un mot sur les personnages en conflit. Alors, Jinko, c'est le prototype c'est le prototype d'individu qui a la rage de la gagne, qui use de tout et de toutes sortes de malversations s'il le faut pour gagner. Alors, le procès le procès le procès de Lafèvre qui devient plus tard le procès du siècle. Alors, sera l'occasion pour Jenko de démontrer qu'au-delà de toutes les ruses dont il peut se procurer pour gagner
pour gagner sa vie d'avocat, il a du talent. Et il nous le prouvera au fur et à mesure jusqu'au jour du Joker, qui est le jour de la plaidoirie. Maître Altit, c'est l'avocat qui a été choisi par les Malgaches, puisque Jinko avait été déjà choisi par un Malgache par un Français pour le défendre. Jinko étant l'avocat le plus célèbre de Madagascar, il pense qu'il ne pouvait pas trouver mieux. C'est comme tout ce qui se passe en Afrique, hein, on a toujours tendance à aller chercher la France pour venir nous défendre. Et on crie aussi à la malversation quand on a envie. C'est toujours la France qui nous défend de toutes les façons. C'est ça. Donc c'est un peu l'image, une caricature qu'on voudrait montrer par ici. Très bien. Donc vous avez Maître Altit qui défend la population malgache, donc qui est l'avocat de l'accusation, et l'avocat de la défense, c'est Jinko, un malgache. Et donc voilà, un peu dans ce jeu-là. Et pourquoi est-ce ce jeune soldat, au moment des faits, qui n'était qu'un exécutant, qui est aujourd'hui sur le banc des accusés? Où sont passés les généraux, les commanditaires, tous ceux qui ont mis en place cette violente répression? Alors, c'est une très belle question. Vous allez voir que dans la vie de la guerre, ceux qui font la guerre, c'est nous. Et ceux qui décident qu'on fasse la guerre sont au beurre. Voilà un peu la caricature que je veux montrer. Laferbe était un soldat, un exécutant, qui sera jugé à la place de ceux qui l'ont amené faire la guerre. Donc voilà un peu la caricature que je voudrais faire. Tous ceux qui nous invitent à faire la guerre sont tous ceux qui boivent du champagne, pendant que nous on s'entretue, on ne comprend rien. Peut-être même qu'on comprend, mais on est comme manipulé par je ne sais quelle magie. Mais c'est toujours comme ça la guerre. Ceux qui font la guerre sont là pour nous décorer quand on est à la tombe. Voilà. Très bien. On va certainement y revenir, mais déjà, retenons que ce jeune, enfin ce vieillard, parce qu'il est maintenant dans la soixantaine, il est sur le banc des accusés. Son avocat, c'est-à-dire Maître Jinko, dans son plan d'attaque, va d'abord lui faire admettre qu'il est coupable avant d'installer toute une stratégie pour montrer qu'il n'était pas responsable. Quoique, ayant participé au massacre, il n'était pas responsable. C'est une démarche juridique que vous avez réussi à bien mener dans votre œuvre. Bon, bien menée. Je vous en remercie. Je ne suis pas avocat. J'ai fait, à mon avis, ce qu'un être humain sensé aurait pu faire dans une telle situation. Parce qu'effectivement, Jinko le sait, et puis l'affaire l'admet, il y a eu des crimes. Il y a eu des crimes perpétrés par la France. Il y a eu 89 000 morts. Ça, c'est les chiffres officiels. Sinon, officieux, on est à 300 000 morts. Voilà. Et l'affaire le sait. Il sait qu'il a eu à commettre des crimes. Même s'il était jeune, il a commis des crimes. C'est pas parce qu'on est jeune que nos crimes sont effacés de l'histoire. Non. Alors, il le reconnaît. Jinko donc use de son art de personnage rusé, parce que éventuellement c'est aussi ça Jinko. Comme je l'ai dit au départ dans l'ouvrage, c'est lui qui raconte celui qui raconte l'histoire. Voilà, il est le narrateur interne de l'histoire. Donc Jinko, il montre déjà sa place dans la société malgache. Il use de tout pour gagner. Donc là, il a vraiment l'occasion, mais il a le temps aussi de réfléchir, parce que là, c'est un procès plus sérieux qui finit par engager l'Afrique et la France, sinon le monde entier. Voilà. Ok, donc pour rester sur ce procès, au départ, vous présentez Laferbe comme quelqu'un d'indéfendable, l'expression est de vous, et vers la fin, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est le plaidoyer de son avocat, c'est-à-dire Maître Jinko, un malgache, qui défend un blanc et qui finit par gagner le procès. Alors, l'élément principal, au risque de me répéter, ça a été le plaidoyer.
Est-ce vraiment important dans un procès, selon vos connaissances, parce que c'est ce que vous nous avez imposé finalement? Je vous ai imposé. Alors, j'allais dire qu'aux États-Unis, par exemple, pour ce que je sais, le plaidoyer, c'est le joker dans un procès. On peut foirer, on peut tout foirer durant le procès, mais le plaidoyer, c'est vraiment l'élément moteur qui permet de juger, de, euh, de juger le procès, en un mot. Bon, malheureusement, en Afrique, parfois, on a des procès où on connaît déjà les résultats. Là, je présente un procès normal, sans caricature politique, sans intervention politique. Si c'est des juges, c'est vrai par moments qui étaient troués, c'était des juges qui étaient en partie un peu, j'allais dire, qui étaient partis pour la cause des Malgaches. Ça, c'est tout à fait normal parce que perdre 300 000 hommes, ça veut dire qu'on a perdu nos parents, on a perdu nos enfants, on a perdu nos aïeux et tout ça. Et voilà, et se retrouver dans une telle situation, bah, c'est normal qu'on puisse donner cause et raison aux victimes malgaches. Après, dans le plaidoyer de Jinko, qui est lui-même malgache, il reconnaît effectivement qu'il y a eu trouble. Alors, il dit tout simplement que l'heure n'est plus à regretter la colonisation, elle a été déjà faite. Ce qu'il faut maintenant, c'est de vivre. Vivre, ce n'est pas oublier la colonisation. Vivre, c'est justement réécrire de nouvelles pages de notre histoire. Et c'est ce que Jinko essaie de démontrer à travers le procès jusqu'au plaidoyer. Le plaidoyer reste vraiment la carte graphique d'un procès. En tout cas, à ma connaissance, c'est cela. D'où vient cette maîtrise du discours judiciaire, j'allais presque le dire ainsi. Vous n'avez pas fait le droit, à ma connaissance, mais voilà que vous maîtrisez parfaitement les débats. Parce que tous les personnages que vous mettez en conflit, les propos que vous leur prêtez et tout ça, c'est de la bonne maîtrise de la chose judiciaire. D'où vous tenez toute cette connaissance. Alors, c'est vrai que on n'a pas tous des métiers d'avocat, mais il faut le dire, on est avocat nous-mêmes parce qu'on a le libre arbitre qui nous permet de juger certaines choses. Alors, je pars par principe sur ce fait. Je me dis que de toutes les façons, quand on vient nous exposer des palabres, on a tendance à souvent les résoudre. Comment est-ce qu'on les résout? On n'est pas avocat. Voilà, on trouve la manière, les mots pour calmer les uns et les autres, pour essayer de trouver une solution. Donc c'est un peu, je pense, avec ces armes-là d'abord que je suis parti. Après, l'autre chose, bah, c'est une mauvaise confidence. Je viens d'un procès aussi où je suis sorti victorieux avec, voilà, avec un ami qui m'avait grugé. On s'est retrouvé au tribunal et j'ai vu un peu la chaleur du tribunal. J'ai vu un peu comment ça fonctionne. C'est vrai que bon, le tribunal en Afrique, c'est pas du même goût qu'un tribunal peut-être en France ou peut-être ailleurs. Mais ça reste toujours, ça reste toujours la copie la copie de la loi française. Donc c'est c'est un peu cela. C'est tout ça qui m'a amené à écrire ça. Mais maintenant, si vous me dites que c'est parfait, bah. Oui, c'est presque parfait. Voilà. Alors, pour parler d'autre chose dans votre œuvre, vous parlez aussi du sida. Le livre s'ouvre sur une victime du sida, quelqu'un qui meurt dans l'indifférence totale de ses concitoyens au début du livre, et puis vers la fin, une autre victime du sida, suicide ou meurtre, en tout cas quelqu'un à qui on a annoncé le sida et qui meurt dans des conditions troubles. Le sida, dans votre livre, est traité avec beaucoup d'hyperbole, c'est-à-dire vous décrivez les personnes qui en souffrent avec un tel rejet, une telle stigmatisation qu'on se demande à quelle époque on se trouve. Alors, d'aucuns diraient on se trouverait à l'époque de 2000, mais ce n'est pas vrai. Je vais vous dire un truc. Pour ce que
ce qui m'a été demandé de voir. La société des intellectuels est une société qui ment à elle-même. Oui, le sida fait peur. Le sida fera toujours peur. Si vous allez dans les foyers où il y a un malade du sida, vous me croirez. Je pense que vous allez rejeter votre thèse qui dit que le sida ne fait plus peur. Ce n'est pas vrai. On se ment à nous-mêmes, mais voyez-vous, promenez-vous avec quelqu'un, soit une compagne, un ami ou je ne sais qui, euh, quand tout va bien, et attendez qu'elle vous dise ou qu'il vous dise qu'il a le sida, et vous verrez qu'au fond de vous, il y a quelque chose, il y a un nouveau sentiment qui va naître. Et c'est le sentiment de rejet tout de suite, parce qu'on a peur. On a peur du sida. Je vais vous prendre au mot, mon cher Nanchini. Vous allez lire un petit morceau choisi là, à partir de pendant cette lourde, au milieu de la page, pendant cette lourde jusqu'à quelque part ici, s'il vous plaît. Pendant cette lourde soirée arrosée de feuilles mortes, tout avait été interdit de circulation autour du lycée et ses environs. Et des cache-nez avaient été distribués à tous les habitants susceptibles de respirer les poussières du corbillard. L'ordre avait été également donné aux gardiens du cimetière de quitter les lieux. La dépouille de Jones avait alors été emballée dans un sac noir en polystyrène, ballottée dans un vieux cercueil hermétiquement cloué et jeté dans le corbillard. Les hommes de la pompe funèbre avaient tous porté des masques comme des cagoules et s'étaient serrés les mains de gants fermes, allant jusqu'à l'avant-bras. Pouvez vous arrêter là? C'est pas exagéré ça? Quelqu'un qui meurt de sida et voilà qu'on le traite comme un morceau de chair pourrie là, d'un chien. Enfin, c'est un être humain. Non, mais je vous assure que peut-être dans un livre, un livre c'est fait de caricatures. Le malade du sida est traité comme ça dans notre conscience. Je vais vous faire un aveu. Allez-y. J'ai un ami qui était avec, qui avait sa compagne. Et vraiment, tout allait bien. Et l'ami qui vient un jour me dire, écoute, j'ai un sérieux problème. Je lui demande, c'est quoi le problème? Non, écoute, ma compagne, elle est séropositive. Franchement, là, j'arrive plus à aller avec elle, j'arrive plus à être moi-même, j'ai peur de la toucher, de prendre le truc. Bah, je l'ai regardé et j'ai souri. J'ai souri parce que j'aurais eu peut-être la même attitude. Peut-être que vous aussi. Quand on n'est pas infecté, on est forcément affecté. Bien sûr. C'est bien dit. Et puis, on comprend que parfois, il faut choquer pour essayer d'attirer l'attention des gens. Bien sûr. Voilà, donc le discours passe parfaitement, on voulait juste vous chahuter un peu. Alors dites-nous, votre livre est donc traversé par cette histoire de sida, on commence le livre par le sida, on termine avec le sida, et quelque part vous semblez mettre au banc des accusés le CEDA, je crois que c'est une maison d'édition africaine, ou je ne sais plus si elle est aussi occidentale, et l'UNESCO sur la question de la stigmatisation vis-à-vis des malades du sida. Pourquoi ? Alors, pourquoi? D'abord, moi, la première image que j'ai du sida, c'est un gringalet. Un garçon, le malade du sida, parce que quand on parlait du sida, il nous montrait un gringalet. C'était cela, en fait. C'est cette image que moi j'ai du sida. L'image d'enfance que j'ai du sida. La première image que j'ai eue du sida. C'était un enfant gringalet qui était exposé. Et c'était en général un enfant. Donc, à partir de là, moi, j'ai commencé à avoir ma peur du sida. Ma peur du sida est partie à partir de cette image-là. Et franchement, j'avoue que au jour d'aujourd'hui, quand je jette un regard dans le passé, pour moi, ça a été une erreur. Une erreur de procéder de cette façon. On a eu beaucoup de maladies graves qui n'ont pas eu la stigmatisation que le malade du sida pourrait avoir. Je pense que l'UNESCO et CEDA parce que c'est CEDA qui publiait ces livres-là,
qui éditait ces livres-là. Je pense que, j'ai pas peur de le dire, ça a été une erreur. Je pense que, je ne sais pas s'il y avait d'autres manières de prévenir les hommes ou les femmes de la gravité de cette maladie, mais je pense que cette peur-là, elle existe toujours. Elle n'est pas morte, ce n'est pas vrai. Très bien. Donc la pédagogie pour parler de la maladie, elle a été ratée d'après vous et ça a aidé les gens à forger une conscience négative sur la maladie. Très, très négative. Très négative. Mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les choses sont en train de s'améliorer? Au niveau de la sensibilisation. Alors, au niveau de la sensibilisation, franchement, je ne sais pas. Mais moi, je dis que j'ai toujours cette image, cette première image en tête. Très bien. Et j'ai 32 ans, Oui. donc ça veut dire que 32 ans en arrière, écoutez, il n'y avait pas encore le sida. Oui. En Afrique, en tout cas, ce n'était pas encore connu. Dans les années 80, je crois 90, on a connu ce qu'on appelle la séropositivité, enfin le sida. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça a changé? Je ne sais pas. Les gens essaient de faire des efforts, mais au fond, peut-être après notre génération, après moi, ma génération, parce que j'avoue que ma génération a été frappée par cette image-là. Je vous le jure. Ma génération a été frappée par cette image-là. Peut-être nos enfants verront le sida autrement. Je dis peut-être. Mais moi, j'ai toujours peur. D'accord. J'ai toujours peur. Ok. Alors, nous allons parler un peu de vos personnages. Il y en a peu. C'est ce qui est d'ailleurs littéralement très intéressant. Et pour n'en retenir que cela, il y a Djenko, il y a Merlot et il y a Meola. Alors, Djenko, vous le présentez comme un célèbre avocat, pour ne pas dire le meilleur de sa génération. Vous présentez Merlot, son ami, comme célèbre journaliste, meilleur de sa génération. Et puis Meola, une jeune dame, un être peut-être un peu controversé, mais qui est aussi dans son domaine, qui est aussi une étoile. Alors, quel est le projet littéraire qu'il y a derrière ça, le fait de présenter vos personnages comme les meilleurs de leur génération? J'adore ce thème, la championne dans son domaine. Oui. Alors, j'avoue que c'est fait à dessein. J'aime cette expression, la soif de la gagne. Toute personne qui part de zéro doit pouvoir arriver quelque part. En tout cas, c'est ma conviction. Et je pense que pour défendre la ferbe, il fallait vraiment quelqu'un d'expérimenté. Je pouvais bien prendre un avocat quelconque, mais je veux dire, la colonisation est une question très sérieuse pour la remettre dans les mains d'un avocat quelconque, j'allais dire. Ouais. Inexpérimenté. Ok. Très bien. Et l'autre, fallait-il l'affubler comment on dit ça, d'un journaliste aussi célèbre? Est-ce que journalisme et justice, ça va de pair? Ou bien là où il y a des affaires judiciaires, la presse aussi là? C'est ça le message? Bien sûr, c'est ça le message. C'est ça le message parce que c'est la presse qui permet à la population de savoir ce qui se passe dans un tribunal. Je pense que c'était vraiment ça aussi le but. Et puis pour que Djenko arrive aussi à ses fins, il fallait le concours de son ami, qui lui non seulement était journaliste, mais était paparazzi. Donc vraiment c'était le top. C'est vraiment ce qu'il lui fallait pour arriver à ses fins. Alors Meola, pour finir avec elle. Meola, c'est une jeune fille qui a eu une enfance difficile, très difficile, et qui finit d'une manière ou d'une autre à se hisser au sommet de sa génération. Pour moi, c'est cette soif de la gagne là que chaque être humain doit pouvoir avoir. On ne peut pas pleurer parce que on est sorti des zéros. Non, il faut
ça doit être une leçon pour nous, en tout cas, se battre pour arriver quelque part, toujours. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, chers amoureux du livre, nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous en recevant notre invité de ce jour. Notre émission littéraire est ouverte à tous ceux qui voudraient bien passer pour faire la promotion de leur œuvre, pour que le grand public puisse la découvrir. Alors, vous allez voir tout à l'heure un numéro qui va s'afficher en dessous donc, de l'écran. En tout cas, nous allons mettre un terme à notre émission de ce jour et dans l'espoir de nous retrouver très bientôt, nous disons au revoir et prenez soin de vous. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.